Pour un nouveau face-à-face, aujourd'hui je reçois le porte-parole du collectif Stop Pétrole de Schiste 77, Philippe Lecorner, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Alors Philippe, qui compose ce collectif? Eh bien, ce collectif s'est constitué courant février par un rassemblement de citoyens en colère contre ce qui va se passer, des associations, bien sûr, des associations de défense de la nature et de défense de l'environnement, et des membres de divers partis politiques, des élus qui participent au collectif, mais le collectif est totalement apolitique. Vous luttez contre le recours à la fracturation hydraulique pour explorer puis extraire le gaz et le pétrole. Alors c'est un processus bien particulier. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors aux États-Unis déjà depuis quelques années se pratique une méthode pour aller extraire du pétrole dans les couches profondes de la Terre, au niveau du socle rocheux de la Terre, à 3000 mètres, ou entre 2000 mètres et 3000 mètres. Et le pétrole qui est présent à ce niveau-là est emprisonné dans des roches. C'est des petites gouttelettes incluses dans une roche très dense, très imperméable. Donc percer un trou, faire un forage dans cette roche, le pétrole ne s'écoule pas. Il faut fracturer la roche avec des méthodes très brutales et faire un forage horizontal. C'est-à-dire on fore d'abord verticalement et quand on est arrivé à la bonne couche, on fore horizontalement sur plusieurs kilomètres de long et ensuite il faut fracturer la roche. On appelle ça la fracturation hydraulique. Donc on injecte de l'eau à des pressions très grandes, plus de 500 bars, donc par rapport à un Karcher qui fait une centaine de bars, ça a été extrêmement violent, et de l'eau additionnée de sable et de composés chimiques destinés à favoriser la fissuration de la roche, à servir de lubrifiant, des antibactériens, enfin toutes sortes de choses. Et il y a là-dedans des produits cancérigènes, des toluènes, des benzènes, qui sont dangereux pour la santé. C'est pourquoi on parle de méthode non conventionnelle. On appelle ça méthode non conventionnelle parce qu'une méthode conventionnelle, on fait un forage et le pétrole jaillit au début, et ensuite on le pompe, mais il sort tout seul, si je peux dire. Tandis que là, il faut complètement briser la roche, faire plein de petites fissures pour pouvoir permettre aux petites gouttelettes de pétrole d'aller s'écouler et ensuite il est pompé. C'est des méthodes qui sont dangereuses parce que il y a des risques que ces polluants ne gagnent les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est l'eau pure, c'est l'eau douce que tout le monde utilise. Et si jamais il y avait un accident, et si au cours de ces opérations, il y avait une fracture qui se passe au niveau des forages, au niveau c'est protégé par des gaines, c'est tubé, mais si ça se fracturait, on pourrait polluer les nappes phréatiques. D'autre part, on n'est pas certain que ces produits qu'on injecte, certes très profondément, mais au fil du temps, ne vont pas migrer progressivement vers les nappes et contaminer les nappes. Ce serait dramatique parce qu'on s'en apercevrait longtemps après, peut-être au bout de plusieurs années. Ça, c'est le premier risque. La deuxième chose qui nous choque beaucoup, c'est la quantité d'eau que ça nécessite. Car il faut d'énormes quantités d'eau. Il faut, pour une seule fracturation, et on peut être amené à en faire plusieurs sur le même forage, pour une seule fracturation, il faut de l'ordre de 15 000 mètres cubes. Et je ne sais pas si vous imaginez, si les gens qui nous regardent imaginent ce que ça fait 15 000 mètres cubes. Une piscine olympique, ça fait 3 000 mètres cubes. Donc ça fait 7 ou 8 piscines olympiques pour une seule fracture. Et pour un seul puits. Et un seul puits va fournir quelques centaines de barils par jour, peut-être 300-400 barils par jour au début, quand on vient de faire les fissures, et puis après, au fil des années, le débit va être de moins en moins grand, alors, ou on refait une fracturation, ou on abandonne le puits. Au bout de 5 ans, de l'ordre de 5-6 ans, le puits est abandonné parce qu'il ne donne plus rien. Donc ça va donner, dans le meilleur des cas, peut-être en moyenne 100 ou 200 barils par jour pour un puits. Donc c'est des dépenses d'eau, des risques de contamination qui sont considérables. Et puis, il y a d'autres inconvénients. Par exemple, pour amener cette eau qui va être amenée par camion, pour amener 15 000 mètres cubes, il va falloir des camions et des camions. Et ensuite, cette eau, elle est repompée, il faut la traiter. Mais elle n'est pas repompée en totalité. Il y en a une partie qui va rester emprisonnée
dans le sous-sol, Dans les sous-sols. et qui risque de contaminer les nappes si jamais ça migre, et puis une autre partie qu'il va falloir retraiter. Donc c'est toute cette eau, c'est 15 000 mètres cubes, on en récupérera, mettons la moitié, 7 000, il va falloir la conduire vers des stations de retraitement. Encore, on en parlera peut-être, mais il faut que ce soit retraité de façon adéquate. Et le pétrole qu'on va extraire, il va falloir lui aussi le conduire quelque part. C'est prévu, pour notre région, c'est prévu d'emmener le pétrole à Grand Puy. Mais donc ça fait, si vous faites le compte, la société qui pense exploiter, c'est Toréador et il y a Vermillon, nos sociétés. Toréador lui-même, pour sa seule société, il envisagerait de produire de l'ordre de 100 000 barils par jour. Et si jamais il produisait 100 000 barils par jour, il faudrait des milliers de camions sur les routes tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les gens, ils verraient passer toutes les 3 minutes des énormes camions. Ça abîmera les routes, ça fait des nuisances, ça fait du bruit, ça fait de la pollution, bien sûr, parce que les camions ils marchent au diesel. Donc c'est très lourd, c'est des méthodes très lourdes. Alors tout est parti en fait d'une grande enquête sur les gaz de schiste publiée par le New York Times, c'est bien ça? Non, ça fait déjà longtemps qu'aux États-Unis, des gens s'inquiètent. Mais l'enquête a révélé certains points. Donc un documentaire a mis en avant notamment que l'eau était devenue imbuvable dans certains endroits. Et pire encore, alors ça je l'ai lu, vous allez me dire ou non, l'eau était tellement chargée en gaz que quand elle sort du robinet, elle peut brûler au contact d'une allumette. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça paraît impensable. Tout à fait, c'est extrêmement choquant. Et ce film que vous évoquez, le film Gazland, qui a été présenté pour les Oscars des documentaires, qui n'a pas été retenu parce qu'il y a une très forte pression probablement des lobbies pétroliers, effectivement montre des choses épouvantables. On voit l'eau s'enflammer, on voit des gens qui sont malades, on voit des animaux qui sont malades, on voit des endroits où des poches de gaz se sont formées, il y a eu des explosions. Ça concerne l'exploitation du gaz, qui se pratique de la même manière que l'exploitation du pétrole, mais le gaz, en l'occurrence, il y a eu des cas où le gaz est remonté, s'est dissous dans les nappes, et ensuite, lorsque vous ouvrez le robinet, le gaz dissous dans l'eau, comme une bouteille de Coca-Cola, le gaz s'échappe, mais là c'est du méthane, et une allumette, il s'enflamme. Donc vous voyez l'eau s'enflammer. Et l'eau est bien sûr impropre à la consommation, il faut alimenter les gens avec des citernes, etc. C'est absolument dramatique. Au sein de notre territoire, combien de pourcentage de notre territoire est concerné par cette exploitation? On parle de 80 voire 90%. Les permis de recherche ont été attribués à diverses compagnies. Donc Toréador, celle qui nous concerne le plus ici, parce qu'il y a 3 puits, il y a Doux, il y a Jouarre, et puis Signy-Signé à côté. Et il y a Vermillon aussi qui exploite un autre puits. Donc le total des permis d'exploration concerne 90% grosso modo de la Seine-et-Marne. Mais les travaux ont déjà commencé? Alors les travaux ont commencé, tout à fait. Les travaux de préparation à ces forages qui ont été faits à Doux et à Jouarre. Ça consiste à dégager avec des bulldozers une grande plateforme de terre, de l'ordre de 2 terrains de football, 2000-3000 mètres carrés, complètement rasés, recouverts, gravillonnés, pour que les camions qu'on évoquait tout à l'heure et tout le matériel qu'il va falloir puisse être stocké, les réservoirs d'eau, parce que cette eau de forage qu'on va injecter, il faut la stocker, ajouter les produits, etc. Donc il y a toute une infrastructure très importante. Donc ça c'est préparé, les plateformes bétonnées sont prêtes, il n'y a plus qu'à mettre le derrick et à commencer le forage. Pour l'instant, les ministères ont demandé à ce qu'il y ait une suspension des travaux pendant quelques temps, le temps que des experts évaluent les risques, et ils devraient rendre leurs conclusions d'ici le mois de mai, fin avril même. Et on est très inquiets, on a toutes les raisons de craindre que les travaux commencent. Et au niveau du conseil régional, vous avez eu des retours? Alors le conseil régional s'est voté un vœu pour s'opposer à ces choses-là. Le parc régional en formation de l'Abri et des Deux-Morins, lui aussi, bien sûr, s'exprime et est tout à fait opposé. D'ailleurs, la fédération des parcs régionaux,
tous les parcs régionaux en France sont regroupés au sein d'une fédération. Elle s'est prononcée contre cette exploitation. Les conseils régionaux de Picardie, les conseils régionaux de Rhône-Alpes, toutes les régions du Sud, enfin, ils sont tous contre. Mais il faut bien voir que ça s'est décidé entre les ministères et les compagnies. C'est permis par le code minier, qui règle l'exploitation des gisements des mines en France, et les permis de recherche sont accordés directement par le ministère, sans consulter absolument personne, ni les collectivités locales, les conseils régionaux, etc., sans enquête publique, et les gens ne sont pas au courant. Mais derrière tout ça, il faut aussi s'intéresser aux enjeux économiques. Tout à fait. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils sont énormes. C'est pour ça qu'effectivement, c'est difficile. Alors là, il faut distinguer deux choses, le gaz et le pétrole. Les enjeux économiques ne sont pas les mêmes. Le pétrole de la région parisienne, ça représentera toujours qu'une très faible fraction de notre consommation. Par contre, le gaz, ça représente des volumes importants, donc c'est un enjeu qui, d'un point de vue géopolitique, est plus important. Alors que le pétrole, c'est vraiment des gouttes de pétrole, comme le dit l'affiche, c'est rien du tout. Mais en revanche, c'est pas rien du tout pour la compagnie qui va exploiter. Et sur ces profits, les collectivités locales ne recueillent que des miettes, c'est-à-dire quelques fractions de centimes par litre, moins de 3 $ par baril. Donc la compagnie va faire 70 $ de profit, et les collectivités locales, régions, communes, etc., auront moins de 3 $. Ça ne paiera pas les dégradations des routes, et ça ne paiera pas tout ce que ça va corriger les contaminations, etc. Ce type d'exploitation. Tant qu'à l'eau, pour en parler aussi, l'eau qui est utilisée, cette énorme quantité d'eau, les compagnies ne sont pas très bavardes sur la manière dont elles vont l'utiliser. Il semblerait tout au moins pour commencer qu'une partie de l'eau soit pompée dans les rivières et pour une autre partie soit prélevée dans les nappes. Les nappes, en particulier la nappe de Champigny, qui est une nappe qui alimente beaucoup de gens dans la région et qui est déjà à des niveaux de crise très bas, avec des restrictions d'utilisation pour les agriculteurs et pour l'industrie. Donc ça va encore aggraver la situation de la nappe de Champigny. Et cette eau, elle est donnée, si je peux dire, aux compagnies qui vont venir exploiter le pétrole qui est dans notre sous-sol au prix de dégradation très grave et en prélevant l'eau et le pétrole sans toute petite contrepartie, comme je vous le disais, et à leur seul profit. Donc on considère que c'est un non-sens économique, c'est absolument un non-sens économique. On a dit que c'est un non-sens écologique parce que les risques sont considérables de contaminer les nappes d'eau. Et puis ça ne va pas du tout dans le sens d'une économie vertueuse en économie d'énergie, éviter d'avoir des gaz à effet de serre et d'avoir un problème de réchauffement climatique. Donc il faudrait plutôt développer ces solutions-là, plutôt que d'aller par des méthodes extrêmes chercher les dernières gouttes de pétrole au fond de la Terre. Mais pour autant, nous sommes très mal informés, vous l'avez dit, d'où votre appel à la manifestation. Et vous organisez justement un rassemblement ce samedi. Tout à fait. Donc il y a un premier rassemblement, parce que si ça continue, il y en aura d'autres. Il y a un premier rassemblement samedi prochain à 15h à Doux. Et on attend beaucoup de monde, parce qu'on a quand même mobilisé toutes les associations de défense de la nature et de l'environnement. Des gens qui individuellement sont scandalisés, les partis politiques qui nous aident, et puis nos voisins du Sud qui vont venir nous prêter main forte. Ils étaient 15 000 à Villeneuve-sur-Berg la semaine dernière, et on sera aussi très nombreux. Il y a d'autres collectifs qui se créent, il y a notamment un collectif parisien qui s'est créé, donc ça bouge un petit peu partout, en France en tout cas. Oui. Les gens se mobilisent. Tout à fait. Quand on leur explique les enjeux de cette chose-là, ils sont révoltés parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est ce qu'on a. On ne peut pas vivre sans eau. On pourrait vivre sans pétrole ou avec d'autres solutions. Mais l'eau, et si on pollue les nappes pour les générations futures, si nos enfants, on leur laisse une nature abîmée, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les dégradations au paysage. Si on leur laisse une nature abîmée et une eau polluée, et puis le pétrole qui va avec, ça sera pas gai. Pour toutes les personnes qui ne pourront pas venir à la manifestation samedi, il y a également des pétitions qu'on peut signer. Vous avez également un site internet que vous mettez à disposition avec toutes les informations. Ce site internet, c'est le www.sosplanèteendanger.com. Il faut vraiment réagir
maintenant? Il faut que tout le monde réagisse maintenant parce que plus on va réussir à arrêter cette chose-là tôt, plus ça sera facile. Enfin, facile, moins il y aura de difficultés, si je peux dire. Et actuellement, il y a encore des discussions entre le ministère de l'Environnement qui freine malgré tout, il a l'air de freiner officiellement, et le ministère de l'Industrie qui lui serait plutôt favorable. Et donc c'est maintenant qu'il faut vraiment faire pression. Merci beaucoup Philippe Lecornu.